cette audition. Monsieur le maire, merci d'être ici présent. Donc, nous vous accueillons auprès de monsieur le rapporteur Thomas Gassilou et un de nos quelques collègues auprès de nous. Alors, nous vous accueillons, vous êtes maire de Mandelieu-la-Napoule, mais vous avez la charge et l'honneur d'être le représentant de l'association donc, des maires de France et de pouvoir, donc je vous remercie d'avoir été, d'être disponible pour répondre à nos questions aujourd'hui sur la mission résilience, qui, je crois, est souvent un mot que nous entendons maintenant très souvent et qui va nous permettre, nous, en tout cas, d'avoir des éléments pour proposer peut-être des actions futures et d'avoir donc votre avis sur cette question. Donc, dans cette introduction, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, c'est vers les maires que se tournent d'abord les citoyens lorsque survient une crise ou une catastrophe. Nous le savons bien, j'ai été moi-même première adjointe d'une ville de 15 000 habitants et je sais justement ce rapprochement et ce besoin des citoyens de revenir vers leur maire et l'ensemble de leurs élus. Et c'est la plupart du temps aux maires qu'il revient donc en premier lieu d'organiser la résilience de leur territoire et de la population qui y vit. C'est pourquoi donc, nous accordons une importance particulière à l'analyse, je vais y arriver, que l'AMF peut développer quant au cadre institutionnel, juridique et financier permettant aux maires de jouer ce rôle essentiel et central. Nos questions porteront bien entendu sur les plans communaux de sauvegarde et sur les réserves de sécurité civile, mais aussi plus largement sur l'appréciation que les élus portent sur la résilience de leurs administrés, notamment au prisme de la crise sanitaire, et sur la façon dont ils peuvent identifier les citoyens et les associations autour desquelles organiser la prévention des risques et la réponse aux crises. Je vous propose de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes et ensuite nous poursuivrons nos échanges avec monsieur le rapporteur ici présent. Je vous remercie et je vous donne la parole, monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous, monsieur le rapporteur, et Mesdames et Messieurs les députés. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous donner le témoignage, voilà, le modeste témoignage des élus sur le terrain. Et le fait de pouvoir le dire au nom de l'AMF s'inscrit dans une volonté, bien sûr, d'échange, de partenariat et d'un débat constructif pour pouvoir avancer sur ce sujet qui est bien sûr majeur, vous l'avez bien dit. Aujourd'hui, nos territoires sont confrontés à des crises soit liées aux risques météorologiques majeurs, soit à des crises, comme on le voit, sanitaires, qui nécessitent bien sûr d'avoir une vraie réflexion d'ensemble sur l'effectivité, l'efficacité et la rapidité de nos interventions et de nos moyens d'action. Donc aujourd'hui, il est vrai que, alors je vais vous exprimer une position qui n'est pas officiellement celle de l'AMF, parce que naturellement les instances ne se sont pas encore prononcées sur ce sujet, mais c'est un peu le ressenti que nous avons et les différents échanges. Donc la première chose qui me paraît essentielle à prendre en compte, c'est que naturellement, les communes sont très, très diverses dans leur configuration, dans leurs moyens, de par leur taille ou leur territoire. Et aucune n'est soumise vraiment à la même situation. Et la problématique que cela engendre, c'est qu'il est difficile dans ce cadre-là, par un texte unique, voire un cadre général, de définir quels doivent être les moyens, les conséquences ou les modalités précises d'intervention des uns et des autres, parce que chaque cas va être différent. Et nous, la problématique que nous avons en tant qu'élus sur le terrain, naturellement, c'est d'avoir des outils, d'avoir un cadre législatif qui puisse à la fois libérer nos moyens d'action, optimiser nos moyens de communication, d'élaboration, de prise en compte des risques et d'échange avec les concitoyens, mais également avec les services de l'État, et surtout d'avoir aussi face à nous des représentants de l'État qui disposent d'un vrai pouvoir d'autonomie pour nous permettre à la fois d'élaborer un audit de chaque ville qui soit précis, que cet audit puisse donner lieu à un plan d'action qui doit mettre là aussi tout le monde face à sa responsabilité, tant les élus sur le terrain que les représentants de l'État, mais également de pouvoir, en cas de crise, le mettre en exercice et qu'il soit performant dans son moyen de communication, dans ses moyens d'action et dans ses résultats. Donc ça, c'est vraiment un petit peu aujourd'hui les points essentiels qui vont un petit peu guider les propos que je vais vous apporter et qui me paraissent être un peu le bilan de cette concertation que nous avons menée, mais qui, encore une fois, n'est pas la position officielle de l'AMF. Celle-ci
n'ayant pas pu faire prononcer ces instances sur ce sujet, mais à mon avis, ça ne manquera pas d'être le cas très prochainement. Donc, entre ce qui est aujourd'hui de la situation de chaque commune aujourd'hui a soit beaucoup de moyens pour intervenir, soit aucun. Et se pose là la question des EPCI. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les différents points que nous aborderons naturellement. C'est que les EPCI sont à la fois une bonne et une mauvaise chose, à mon sens. Tout simplement parce que je vous donne mon expérience, il y a des communes qui n'ont pas les moyens de lutter. Et là, les comités d'agglomération et les EPI sont un moyen efficace, éventuellement, de pouvoir donner, apporter des moyens d'action. Mais les EPCI ont aussi une conséquence néfaste, c'est qu'elles éloignent la prise de décision du terrain. Or, la cellule de gestion territoriale par excellence, c'est la commune. Dès que vous passez au niveau supérieur, il y a une déconnexion, notamment pour le citoyen et pour les délais d'action, qui soit néfaste, mais en tout cas problématique. Et à mon sens, là-dessus, je pense qu'il ne faut pas imposer, mais comme dans tout le reste des moyens qui sont les nôtres, il faut avoir des boîtes à outils qui reposent sur la volonté et les besoins de chaque site. En ce qui concerne ensuite, plus généralement, les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, il faut bien comprendre que les moyens de communication sont pléthoriques au niveau des communes. Il n'y a pas de manque, il y a plutôt même un trop-plein. Il y a bien sûr les documents tels que le DICRIM, il y a les plans communaux de sauvegarde qui sont essentiels, et il y a une communication qui devient un petit peu chaotique quand nous sommes dans des temps de tension, parce que le citoyen n'a plus de repères. Et naturellement, le citoyen se retourne vers la cellule de base de gestion du territoire, qui est la commune. Or, la commune aujourd'hui, il faut qu'elle soit aussi à la hauteur de ses responsabilités, qu'elle prenne les décisions et les méthodes à appliquer en cas de crise et de tension où les temps de réflexion ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que quand on doit agir, on n'a pas le temps, notamment dans une crise d'intempéries, de se poser pour dire voilà, il faudrait qu'on fasse ça ou ça, donc il faut l'anticiper. Mais il faut qu'on ait un lien beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et là encore, je ne sais pas si, compte tenu de la diversité des villes, on peut l'imposer de manière unique au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il faut plutôt revenir dans ce couple qui doit, sur le terrain, s'articuler autour du maire, du préfet de la DDTM, pour bâtir quelque chose de cohérent, peut-être avec une charte graphique à définir qui pourrait permettre effectivement d'éviter là aussi le brouillon, ou en tout cas le trop-plein de communication sur des temps où le citoyen ne sait plus à quoi se référer, mais ça doit être piloté en local. Et là encore, le tandem, le trio maire-préfet est essentiel. Encore faut-il que ce trio, et c'est pour ça que je vous disais de l'autonomie des acteurs de l'État, que le préfet et la DTM aient les moyens de l'action, et les moyens de la prévention, et les moyens de la conception de ce que doit être, pas seulement le plan de résilience, mais ce que doit être le moyen de mettre un territoire en résilience. Et enfin, sur le dernier point que je voulais vous présenter très, très rapidement et succinctement dans mon propos introductif, nous avons aujourd'hui une difficulté importante sur les contradictions normatives qu'il y a. Donc, cette loi, ce projet en tout cas qui est à l'étude, me semble le moyen aussi idéal d'en parler, c'est qu'il y a aujourd'hui en France une contradiction profonde entre les règles allant sur la résilience, la communication, la préparation de la résilience, la préparation des documents d'urbanisme, la concertation, élus de terrain, préfets, des DTM, etc., et beaucoup de lois qui sont en vigueur et qui viennent par leur application contredire la mise en résilience des territoires. Il y en a une que vous allez travailler très prochainement dans le cadre de la loi 3DS, c'est la nouvelle mouture de la loi SRU. Or, aujourd'hui, la loi SRU vient totalement contredire le principe même de résilience des territoires, puisque par ses objectifs, elle impose exactement l'inverse que ce qu'on doit faire pour protéger, notamment face aux risques d'inondation, mais y compris incendie, nos territoires. Alors, je n'aborde pas le problème de la crise sanitaire, qui est un enjeu, une situation un peu différente, mais qui a permis aussi d'identifier certains problèmes. Et la résolution de ces situations nécessite encore une fois un cadre général de l'État, mais qui laisse des moyens d'action à la liberté de choix des élus en concertation avec le préfet et les DTM. Si on est trop dans la norme restrictive, on aura des effets inverses, parce qu'on va rajouter une couche sur la couche, et ça ne produira pas d'effets positifs ou en tout cas entraînants. Ça n'aura qu'un effet d'ancrage, ça donnera des procédures en plus, du travail en plus,
ça ne permettra pas d'avoir un délai de décision rapide qui aujourd'hui est essentiel, ça ne favorisera pas la prise de conscience des élus locaux et aussi des services de l'État sur certains secteurs qui n'ont pas pris encore la mesure de ce qu'il faut faire. Et c'est là aussi où il faut les encourager. Et il faut que cette liberté ne soit pas non plus un moyen de ne pas prendre ses responsabilités, de ne pas agir. Donc, encore une fois, et après, si vous voulez qu'on rentre dans le détail de chaque point, ça sera avec grand plaisir, naturellement. Mais moi, l'expérience que j'en ai sur mon territoire, qui a subi 3 crues majeures en l'espace de 4 ans, qui a affronté, bien sûr, la crise sanitaire, comme toutes les autres villes de France, mais qui est soumis au risque naturel, comme peut-être peu de villes en France. Nous, l'expérience terrain qu'on en a eue, c'est qu'à la fois, la prévention n'a pas été forcément suffisante, tant dans les rapports entre l'élu de terrain que je suis et les services de l'État avant les intempéries, mais qui étaient d'une toute autre nature de ce qu'on attendait. Les documents d'information pendant le temps de crise ne sont pas du tout pour le citoyen ce que nous aimons voir au terme administratif, c'est-à-dire que tout ce qui est DICRIM, etc., n'est pas une référence. La référence se fait vraiment dans l'instantané, dans la recherche d'informations qui, encore une fois, est cherchée auprès de la ville et non pas auprès des autres entités. Et enfin, sur l'avenir, la mise en résilience des territoires, la communication et la prise de conscience du citoyen. La prise de conscience ne peut se faire que dans l'urbanisation de la ville, que dans les décisions, bien sûr, de gestion de la commune, mais elles ne peuvent plus être contrariées aujourd'hui par d'autres lois qui viennent dire exactement l'inverse, parce que le citoyen lui-même ne s'y retrouve pas. Quand vous dites, et je prends l'exemple des inondations, parce que c'est celui qui me parle le plus, c'est celui qu'aujourd'hui on voit se répertorier de manière considérable dans tout le territoire, on ne peut pas dire d'un côté qu'il faut déconstruire, d'un autre côté nous obliger à reconstruire massivement pour obtenir des objectifs délirants de production de logements. Voilà, donc ça c'était un petit peu ce que je voulais vous résumer. Alors c'est sûr que c'est difficile parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et que là on va essayer de le synthétiser. Mais ce que demandent vraiment les élus locaux aujourd'hui dans leur immense majorité, c'est de la liberté d'action, une boîte à outils, une aide de l'État qui soit une aide positive avec des moyens, une charte graphique éventuellement, une facilité d'accéder à l'information et d'en avoir une synthèse précise et non pas pléthorique. Et enfin, de retrouver une liberté d'action sur leur territoire en sortant d'un cadre législatif qui aujourd'hui, en réalité, fait de la résilience et de la mise en résilience de nos villes un projet qui peut presque devenir utopique si on prend en compte toutes les contradictions, les procédures, les réglementations et aussi certaines positions de services déconcentrés de l'État qui disent parfois l'inverse de ce que veut l'État national. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long ni trop compliqué, mais si vous voulez, après qu'on échange directement sur ces sujets, ce sera avec plaisir. Non, très bien. Vous voyez, les 10 minutes viennent juste d'être passées, donc pas de souci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à monsieur le rapporteur Thomas Gassilou, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, ce que vous nous avez annoncé par rapport à une contradiction qu'il pourrait y avoir avec la 3DS et ce que vous vivez et ce qui est déjà peut-être un peu compliqué à mettre en place dans certaines communes, eh bien, nous allons évidemment nous y atteler de vérifier un petit peu et de voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, d'autre part, je voulais simplement vous dire qu'effectivement, ce qui est un petit peu compliqué, ce qu'on a pu vivre pendant la crise, notamment au niveau de nos communes, les communes, c'est que oui, vous le dites vous-même, vous voulez une certaine liberté et en même temps, en général, lorsqu'il y a un événement et vous l'avez subi et vraiment, je l'ai suivi particulièrement puisque je suis très attachée, en tout cas dans le Var, puisque j'habitais aussi dans ce lieu et j'allais aussi à Mandelieu, donc voilà. C'est vrai que c'est compliqué, c'est qu'après, bah oui, mais l'État, que fait l'État? Et donc, du coup, vous l'avez dit juste dans vos propos, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités, effectivement, et dans la cohésion que vous souhaitez mettre en place, là, c'est vrai que c'est extrêmement important. Vous avez parlé du préfet, qui est justement ce lien. Donc, je pense qu'on aura quelques précisions à vous demander, mais je laisse tout de suite la parole à monsieur le rapporteur pour pouvoir commencer nos échanges. Je vous remercie. Et merci pour tous les deux, à la fois pour votre introduction et Madame la Présidente pour la présidence de cette mission. Vous l'avez compris, Monsieur le maire, on est nous-mêmes des anciens élus locaux, maires ou adjoints, et aujourd'hui on a notre rôle de député.
Et ce qui nous préoccupe finalement, c'est la capacité du pays à faire face à une crise majeure, au-delà d'une zone communale, sur une zone beaucoup plus large. Mais la commune étant la cellule élémentaire de notre pays, on est convaincu qu'au-delà des grands moyens nationaux qu'on peut déployer, ce qui compte, c'est aussi ce qu'on est en mesure de faire localement, les solutions qu'on est en mesure de trouver localement dans une commune, au travers du maire notamment. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que la résilience, finalement, c'est un mix à la fois de prévention, de planification, et puis, malheureusement, si la catastrophe survient, de décision, de moyens de mobilisation. Alors, vous avez attaqué votre propos sur les moyens de communication. Vous nous avez dit que vous avez même une communication pléthorique à ce sujet-là, en parlant des plans de communauté de sauvegarde, des DICRIM. Et effectivement, moi-même, en tant que maire, j'ai eu à me livrer à cet exercice et je me suis posé la question plusieurs fois de savoir si le DICRIM n'allait pas terminer dans un placard et quelle serait son utilité réelle en cas de crise majeure. Bon, je pense qu'il a quand même la vocation à sensibiliser les acteurs sur les grands risques et ensuite, avant même l'apparition de la crise, de tâcher d'avoir des politiques publiques, on va dire, qui prennent en compte ces grands risques. Mais moi, j'aimerais vous parler finalement du moyen de communication du temps court. Quand on est quand on a la nécessité de communiquer dans le temps court, par exemple, moi j'étais maire d'une commune de montagne où parfois l'enneigement faisait que l'école n'était pas en mesure d'être assurée. J'étais vraiment dans une difficulté de dire mais comment je peux dans l'heure adresser, encore sous réserve que les réseaux de télécommunications fonctionnent, un message à l'ensemble des citoyens ou au moins sur une partie de ces citoyens. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait collectivement à progresser, alors soit les communes entre elles ou avec un outil mis à disposition par l'État, par un outil qui permettrait aux maires notamment d'être en mesure justement de communiquer dans ce temps court. On sait bien que dans nos communes, on a la sirène, et d'ailleurs vous nous direz si dans votre commune vous avez toujours la sirène et si pour vous elle a vocation à être démontée, ou alors si vous envisagez également des cas extrêmes où la sirène pourrait être utile. Mais bon, quand on est concitoyen aujourd'hui, qu'on entend la sirène, je ne suis pas sûr qu'on aurait même le réflexe de dire que doit-on faire. Donc voilà, comment vous appréhendez cette question de la communication dans le temps court? Alors, ben voilà, les anciens élus de terrain que vous êtes le savent bien. La difficulté que nous avons, c'est que la communication avec le citoyen, elle est différente selon l'instant. Et votre exemple était très bon, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez que 60 minutes pour prévenir, voire des fois moins, naturellement, les moyens doivent varier dans leur nature et dans leur méthode. Donc, pour résumer très, très simplement, aujourd'hui, la communication, vous avez la ville avec le citoyen, la ville avec l'État. Donc là, la ville avec le citoyen, le DICRIM, comme vous le disiez aussi justement, c'est un document qui a plus vocation généralement à finir dans le placard qu'à être utilisé. Cependant, il a une vertu, c'est qu'il permet aussi de prendre conscience quand le citoyen le reçoit, et là, la difficulté, c'est qu'il doit le télécharger bien souvent, et ça, c'est peut-être une faiblesse, parce que beaucoup ne le feront jamais. Il a plus une vertu, à mon avis, le DICRIM, entre la ville et l'État, pour qu'on soit conscient de ce qu'il faut faire. Sur le citoyen, on aurait plutôt à se poser la question de remettre à chaque citoyen des fiches de synthèse très claires, très précises sur chaque situation, avec les gestes essentiels. Mais quand il y aura une crue, le citoyen ira spontanément chercher de l'information. Mais la difficulté, là encore, c'est que si les réseaux de télécommunications font dysfonctionnement, si la liaison Internet est coupée, il n'y a plus que le support papier. Or, le support papier, encore faut-il l'avoir distribué, l'avoir conservé. Encore difficulté. Les sirènes d'alerte, pour tout vous dire, nous, on en a fait l'expérience. On a eu 3 inondations majeures en 4 ans, je vous le dis. La première, c'était le 3 octobre 2015, qui était une crue tricentenale. Quand l'inondation est arrivée, les sirènes ne fonctionnaient plus parce que, tout simplement, l'État ne les entretenait plus. Donc, elles étaient toutes en panne et elles ont été remises en fonction après le 3 octobre 2015, justement parce que c'est un moyen puissant d'alerte générale, mais qui n'a qu'une seule vocation, un seul message qu'il faut marteler, c'est que si la sirène sonne, vous ne devez pas bouger de chez vous, vous mettre en sécurité. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit avec le retour et les 2 crues qu'on a vécues en 2019 à 6 jours d'intervalle, c'est que la sirène est quelque part ce qui réconforte le plus le citoyen, ce qu'il attend le plus comme message. Et c'est vrai que c'est très surprenant parce que moi-même, je me rappelle d'un temps où les sirènes avaient plusieurs fréquences de sonnerie avec des niveaux d'alerte différents, et ça, c'était quelque chose qui avait après fait partie du folklore. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un message, c'est mettez-vous en sécurité ou ne bougez pas. Et la sirène est assez essentielle
parce que, au contraire, c'est ce qu'attend le citoyen. C'est en fait, s'il entend la sirène, il sait que la situation peut être sujette vraiment à prendre des précautions. S'il ne l'entend pas, il pense qu'il peut encore retarder sa mise en sécurité. Et c'est ça qui est extrêmement vicieux, c'est que moi, pour tout vous dire, dans ma commune, je renforce le dispositif de sirène. Donc l'État, j'en ai 4, les a remises en fonction. Et j'en voulais en plus parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de citoyens ne les entendaient pas. Parce que quand vous êtes notamment dans des temps de pluie, la force de la pluie, le bruit ambiant, l'éloignement des sirènes et l'urbanisation font que le son ne porte pas. Donc j'en rajoute là 4, mais comme les budgets n'étaient pas disponibles au niveau de l'État, c'est la ville qui achète ces sirènes, c'est la ville qui va les installer et qui les mettra en œuvre sur, bien sûr, instruction de l'État quand eux-mêmes déclencheront leurs sirènes. Et vous voyez, aujourd'hui, on en est à bricoler, à mobiliser des moyens financiers de la ville, parce que tout simplement, les budgets d'alerte de l'État là-dessus sont devenus inexistants. Et pourquoi le 3 octobre 2015, elle ne fonctionnait pas? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de budget pour les entretenir et que c'était quelque chose qui était tombé dans la désuétude. Par contre, c'est assez particulier votre cas de moyens d'alerte de l'État, parce que vous voyez, dans ma commune, j'avais une sirène, mais qui était opérée par la commune et qui d'ailleurs traditionnellement servait à la mobilisation des pompiers. Vous, sur votre commune, vous avez des sirènes, j'allais dire, sous maîtrise d'ouvrage d'État, parce que vous avez des risques particuliers? Alors, ma ville est soumise à tous les risques naturels, mais surtout les risques d'inondation, parce qu'on a 2 cours d'eau, on est en bordure de la Méditerranée, et donc on a aussi un risque de submersion marine. On a les risques incendie, feux de forêt. On a les risques maintenant au mouvement de terrain suite aux dernières intempéries de 2019, où c'est carrément le collinaire qui s'est effondré parce qu'il y a eu tellement d'eau que c'est parti. Et en plus, ma ville est traversée par 2 cours d'eau qui drainent tout l'arrière-pays de l'ouest de la Côte d'Azur. Donc toute l'eau arrive chez moi. Et c'est pour ça que historiquement, ces sirènes avaient été installées plus à l'origine sur des sujets un peu régaliens, mais qui concernaient. Il n'y avait pas de vraie définition. Les sirènes étaient là, ils les avaient reconduits, et pendant 10-15 ans, ils les avaient plus entretenues, et c'est pour ça qu'elles étaient en panne. Parce qu'on n'avait pas, nous aussi, ce besoin de communication avant 2015. Mais depuis 2015, on l'a vraiment. Et depuis, en fait, le constat, et je pense que ça doit servir notamment à toutes les villes littorales, si demain vous avez un risque de tsunami, si demain vous avez des risques majeurs d'intempéries qui peuvent se déclencher en 1 heure de temps, vous n'avez pas le temps matériel d'avertir par SMS parce que tout le monde n'a pas le téléphone sous la main et on n'a pas tous les numéros, parce que là aussi, il y a un manque criant, c'est que les villes n'ont pas de fichiers qui permettent d'identifier tous les habitants. Et ça, on l'a vu dans la crise sanitaire. On le voit notamment dans la gestion des crises. On n'a pas de centralisation des données, et ça, c'est un manque énorme. Quand vous avez donc une crue qui arrive, ou une intempérie, ou le tsunami, qui est un exemple parlant en termes de vitesse, le document papier ne sert à rien. La seule chose qui peut servir, c'est la sirène d'alerte qui vous invite, si vous l'entendez, à quitter immédiatement tous les lieux exposés, dont les plages. Encore faut-il avoir dans la culture populaire l'enseignement qu'il faut quitter les lieux à risque. Et ça, je pense que c'est dans l'urbanisation qu'on peut transmettre ce message. Et sur tous les sujets, sur les feux de forêt, en fermant les massifs par des barrières qui se ferment, sur les plages ou sur les inondations, en ayant des aménagements urbains qui montrent chaque jour aux citoyens quand ils circulent qu'il y a des lieux de mise en sécurité, qu'il y a des barrières qui peuvent se fermer. Moi, par exemple, dans ma ville, j'ai installé des barrières sur des axes routiers inondés. En cas d'intempérie, elles se ferment et on barre la circulation. Vous voyez, on n'arrivera pas à faire passer l'enseignement de la crise aux citoyens autrement qu'en l'imprégnant dans l'urbanisation, dans le mobilier urbain. Tout simplement parce que le citoyen a un esprit qui est concentré sur son quotidien, mais il y a aussi un facteur humain essentiel psychologique, c'est qu'on veut toujours oublier les difficultés pour passer à autre chose. Moi, je le vois dans les inondations, il y a un moment d'intense émotion, il y a un moment de responsabilisation, et tout de suite après, on recommence à revenir aux réflexes antérieurs. Oui, là, je peux construire, mais là, je ne vais pas vendre la maison, je vais trouver une solution pour mettre un bâtard d'eau et ça suffira quoi qu'il arrive, ça ne va pas se reproduire 2 fois, etc., etc. Et c'est pour ça que, si vous voulez que la culture du risque soit forte, il faut que la répétition se fasse non pas dans des simples documents ou dans une charte graphique, il faut qu'on le voit dans son cadre de vie. Moi, c'est ce que je vais faire sur ma ville, pour tout vous dire, dans les aménagements urbains, d'extension de crue, etc., parce qu'on n'a pas le choix. Mais on a besoin d'avoir ce rappel pour que dès qu'il y a un message fort, et le message fort, pour moi, aujourd'hui, le seul qui marche très bien, c'est la sirène d'alerte en premier. C'est les SMS, les messages des réseaux sociaux, mais qui sont soumis, bien sûr, à la fonctionnalité des réseaux. Or, on les a perdus, nous, 2 fois, une fois en 2015, une fois en 2019, parce que les antennes ont sauté.
c'est les haut-parleurs dans les rues pour répéter les messages d'alerte qui viennent directement du CSU, mais encore faut-il avoir des haut-parleurs suffisamment puissants et suffisamment nombreux, parce que quand il pleut, par exemple, vous n'entendez pas les haut-parleurs. Quand vous êtes à plus de 10 mètres, vous n'entendez plus rien, mais ça permet de parler. En fait, il n'y a pas une solution idéale. La seule qui passe à travers tout, je vous le disais encore, c'est la sirène, les autres sont soumises et ne sont que complémentaires. Et pour les documents qui permettent de donner les gestes, ou en tout cas d'imprégner le réflexe, il faut des documents simplifiés, où sur une page, vous avez inondation, incendie, tsunami, attentat. C'est compliqué parce que rentrer tout ça sur une ou deux pages, ça demande un esprit de synthèse très puissant, mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas des visuels simplifiés forts, les gens l'oublieront, ne le liront pas. Parce que malheureusement, c'est le cas. Et vous l'avez très bien dit sur les 10 crimes. Les 10 crimes aujourd'hui, très sincèrement, je pense que 5% de la population a dû le lire. Et encore. Alors justement, une première information déjà concernant l'alerte SMS, effectivement, qui peut être limitée, puisqu'elle est conditionnée au bon fonctionnement des réseaux. Il y a un projet national en ce moment de permettre le SMS broadcast, c'est-à-dire la capacité d'envoyer un SMS à tous les habitants, à toutes les personnes d'une zone, tous les gens connectés sur un relais, puisque ça permet de cibler ceux qui sont à l'instant T sur la zone et pas forcément ceux qui sont réputés habiter sur place, puisque dans le système où vous avez référencé les habitants, vous envoyez un SMS à tous les habitants, y compris ceux qui sont potentiellement à l'étranger, et inversement, vous ne contactez pas le livreur ou le touriste qui est temporairement sur la commune. Donc voilà, il y a ce projet national qui avance et qui, j'espère, va aboutir, donc qui est porté par le ministère de l'Intérieur. Concernant le DICRIM, je regardais en parallèle le DICRIM de votre commune, qui je trouve est bien fait, agréable à lire. On voit même que c'est la 3e édition. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser si vous l'avez diffusé à l'ensemble de la population, sachant que je lis sur la première page que c'est un document important à conserver impérativement dans un endroit accessible, et je pense comme vous que si 1% de la population l'a à disposition, c'est peut-être le maximum, mais ce n'est pas propre à votre commune. Et finalement, vous parliez à juste titre d'une fiche plus synthétique qui pourrait être faite sur une page. Est-ce que vous avez avancé sur ce sujet? Voilà. Alors, écoutez, donc, pour refaire le point, oui, le DICRIM, effectivement, aujourd'hui, alors on le remet aux nouveaux arrivants quand on les reçoit. On le diffuse à la population, il est accessible sur le site internet de la ville. Il a été bien sûr remis à jour parce qu'on a affronté des crues qui ont beaucoup changé en espace de 4-5 ans. On a vraiment une situation qui n'a plus rien à voir avec la vie avant octobre 2015 et après. La ville s'est totalement transformée là-dessus, y compris au niveau de la prise de conscience. Mais la difficulté, c'est qu'on peut dire qu'il est important à le conserver, on peut le remettre, on peut dire qu'il faut le télécharger, peu le font. C'est pour ça que la fiche de synthèse, on travaille dessus naturellement. C'est très compliqué. Et encore une fois, la problématique, c'est qu'on ne peut le remettre qu'aux citoyens dont on a la connaissance qui sont sur le territoire. Et là-dessus, votre projet qui est en cours, moi, je trouve que c'est une très, très, très bonne chose de pouvoir y avoir accès sans avoir les contraintes que nous impose aujourd'hui notamment la CNIL sur la conservation et la protection des données privées. C'est que moi, j'ai vu dans la crise sanitaire, j'ai découvert plusieurs milliers d'habitants dont on n'avait pas connaissance quand on a distribué gratuitement les masques. Et c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, on soit obligé de croiser les fichiers, la liste électorale, les inscriptions sur les cantines, ou ce genre de documents pour essayer d'avoir un peu des références, des coordonnées qui en plus sont très incomplètes parce que ça reste que la liste électorale entre ceux qui sont là, s'en vont, ne sont pas inscrits, sont en résidence secondaire. Et ça, c'est un manque énorme dans les territoires qui sont soumis à risque. Et ça, je pense que vraiment, s'il y a une grosse évolution à faire au niveau de la résilience, c'est sur ce sujet de permettre aux communes d'avoir un fichier complet, à jour autant que possible, sans avoir d'entrave telle que peut nous l'imposer encore une fois la CNIL, parce que je trouve que c'est totalement dépassé, et que la ville ait au moins connaissance du nombre et des références des coordonnées de ses habitants. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, sur le document lui-même, le DICRIM est essentiel, mais je pense qu'il sert plus aux élus locaux que véritablement aux citoyens, puisque en fait, c'est en le rédigeant que les élus locaux acquièrent la connaissance des risques de leur territoire. Et ça, c'est là où on rejoint le lien élu-État. Et c'est là où je pense aujourd'hui que la résilience doit aussi se jouer, c'est que l'élu qui doit être sur le terrain,
soit il a la conscience du risque et il prend les mesures, soit il faut lui s'assurer qu'il en ait pris conscience et qu'il va prendre les mesures. Et ça, c'est le rôle du préfet de la DDTL. Et ça ne peut pas se faire autrement, à mon sens. Très bien, car je continue, tant que tu ne m'arrêtes pas. Hein. Oui, vas-y, t'inquiète pas, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur le rapporteur, je vous laisse poser les questions et j'en aurai peut-être quelques-unes après. Alors, j'aimerais aborder maintenant la question du rapport aux citoyens, finalement, en temps de crise, puisque les citoyens, on les considère souvent à juste titre hein, comme des personnes à protéger, mais peu souvent comme des éléments de résolution de la crise. Et c'est d'autant plus vrai dans notre pays, où on a la tradition d'un État fort, d'un haut niveau de services publics. Et donc, on a peu souvent le réflexe d'imaginer comment les citoyens peuvent eux-mêmes parfois être des éléments de résolution de la crise. Donc, comment vous jugez de votre côté, finalement, la capacité de mobilisation de citoyens, dans la capacité qu'ils ont aussi à s'organiser eux-mêmes parfois pour trouver des solutions? Est-ce que vous avez entendu parler du dispositif de réserve communale de sécurité civile, qui est peu connu? Est-ce que vous jugez que ce dispositif, finalement, pourrait faire preuve d'une certaine efficacité opérationnelle? D'une certaine manière, j'ai envie de vous poser la question, vous-même en tant que maire, si un jour vous aviez à faire face à une situation de grande ampleur, peut-être même encore de plus grande ampleur que les crises pourtant déjà graves que vous avez affrontées là, en matière d'inondation, est-ce que vous avez la possibilité de vous appuyer sur des citoyens que vous pourriez mobiliser pour prêter assistance de manière massive et assez organisée à des personnes qui en auraient besoin? Voilà. Quelle est la place du citoyen finalement dans une crise? Alors, écoutez, pour moi, la place du citoyen, elle est essentielle et elle se forge dans l'épreuve. Moi, j'ai l'exemple de ma commune, mais qui n'est pas encore peut-être l'exemple dominant, loin s'en faut. Et heureusement, c'est que nous, comme on a eu ces 3 crues majeures, toute la population a été touchée et ça a créé un état d'esprit extrêmement puissant qui fait que la ville est capable vraiment de se mobiliser très fortement, tant sur les inondations, mais la crise sanitaire. On a eu une mobilisation citoyenne exceptionnelle avec des couturières bénévoles pour faire des masques, etc. Et c'était très productif. La réserve citoyenne c'est quelque chose qui, si vous voulez, à mon sens, est à la fois positif et négatif. Pourquoi? Parce que c'est positif à un certain temps de la crise. C'est positif quand la crise est passée, que vous avez besoin d'efforts de bénévoles pour aller sur le terrain, pour aider à réparer les dégâts, pour accompagner, pour entourer, ou lorsque vous avez eu la crise sanitaire, pour accompagner, là encore, entourer et permettre à l'action publique de se décupler. Moi, personnellement, je ne l'ai pas constitué. Pourquoi? Parce que mon inquiétude, c'est que justement, la réserve citoyenne, vous donnez à des citoyens qui ne sont que des bénévoles un rôle important à jouer. Or, dans le temps de la crise, dans le premier temps de la crise, notamment, je prends l'exemple des inondations, il faut avoir dans vos effectifs que des gens qui sont formés et spécialement équipés, parce que sinon, vous ne pouvez pas les exposer, c'est trop dangereux. Et ma crainte, c'est que cette réserve communale s'autosaisisse et aille essayer de remplir des missions pour lesquelles elle n'est pas formée. Parce que le citoyen se sent investi d'un rôle à jouer, ce qui est extrêmement positif et serein, mais il n'a pas ni la formation ni l'équipement. Ou alors, il faudrait que ces réserves communales soient en fait constituées un peu comme les réserves de gendarmerie, de citoyens, mais qui suivent un entraînement, qui répondent à des critères spécifiques, notamment physiques, et qui aient un équipement adapté. Et là, le coût est tout à fait autre. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que nous, en fait, on a constitué des réserves avec nos agents, ou quand on a des intempéries, en fait, notre réserve, c'est des réserves d'agents, services techniques, police municipale ou agents de la ville qu'on a spécialement équipés et formés, qui nous donnent la possibilité d'avoir plusieurs centaines de personnes sur le terrain en plusieurs phases, puisque, par exemple, je reprends l'exemple des inondations, mais qui est vraiment le plus, je pense aujourd'hui, le plus prégnant en termes de violence. Vous ne pouvez avoir sur le terrain que des gens qui circulent avec des véhicules au terrain, équipés, qui savent où aller, comment ne pas s'exposer, etc., etc. Et c'est ça, en fait, le plan ambivalent, c'est que la réserve communale, c'est un outil qui peut être très utile dans des temps tranquilles ou dans des temps d'après, mais qu'il ne faudrait surtout pas exposer ou alors il faut la réinventer. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, peu de communes ont les moyens ou peut-être l'expérience, parce qu'il faut l'avoir vécu, de se retrouver dans ce genre de situation. Moi, je le vois avec mon centre communal des feux de forêt, qui sont constitués de bénévoles, qui ont voulu aider aussi, et qui ont failli s'exposer, alors qu'eux-mêmes, pourtant, sont considérés comme des vétérans du terrain.
et ils n'étaient pas du tout adaptés à aller sur des sites. Et heureusement qu'on a réussi à les empêcher avant, sinon on se serait retrouvé avec des gens à se couvrir. Donc voilà, donc je suis plutôt réservé sur ce point-là. C'est délicat, parce que, encore une fois, aucun cas n'est similaire. Ça a très bien servi dans la politique, dans la crise sanitaire, mais moi, par exemple, mon centre de vaccination, je l'ai fait marcher avec beaucoup de bénévoles, mais qui étaient des bénévoles que j'avais regroupés pour cette occasion dans le cadre de cette mission. Quand on a une crue, on fait aussi appel aux bénévoles, mais on les encadre, ou on va via les associations, mais dans un second temps. Si je crée une réserve communale, je devrais créer quelque chose, parce que c'est mon territoire qui est sur ce sujet-là, et ça concerne toutes les villes qui sont dans ma situation. Je ne pourrais constituer que des équipes extrêmement entraînées, formées, et c'est très difficile d'encadrer, de diriger des bénévoles. Parce que voilà, il n'y a pas de rapport hiérarchique, il n'y a pas de disponibilité forcément forte. Donc je pense que ça doit rester au choix de chaque commune en fonction de sa situation, mais avec un message d'alerte aux élus, de faire très attention à ce qu'est la gestion d'une réserve communale en temps de crise selon la crise. Voilà, ça, c'est un petit peu nous l'expérience terrain qui est la nôtre. Très bien, merci à votre tour. Alors, pour maintenant être vraiment dans le concret et voir un peu la cinématique des événements, est-ce que vous pourriez, par exemple, sur la base d'une expérience, soit en matière d'inondation, soit en matière de feux de forêt, nous raconter d'une certaine manière une crise comment, alors la détection, je suppose que quand il y a une inondation, pour le coup, ça saute aux yeux, mais comment finalement les choses se mettent en place, comment vous vous organisez au niveau de la mairie, quelles sont vos relations avec les services de l'État, à la fois sur le temps de lancement où tout le monde peut avoir une forme de sidération, et puis ensuite dans l'organisation, on va dire, dans la durée pour faire face à la crise. Alors tel que nous le faisons actuellement, en tenant compte des enseignements, des expériences qui ont été les nôtres, aujourd'hui, quand il y a une alerte, alors je vous prends l'exemple des inondations parce que c'est celui que je connais le mieux, et c'est celui qui, à mon sens, on peut faire un parallèle avec les feux de forêt, mais la différence, c'est que le feu de forêt n'a pas de délai d'alerte existant, et la crise sanitaire est quelque chose de beaucoup trop dans le temps, long terme, pour avoir un effet puissant de mise en alerte. Donc, quand vous avez une alerte météo qui vous annonce qu'on peut passer sur un phénomène particulièrement inquiétant, la première phase, c'est la mise en protection du territoire, c'est-à-dire les patrouilles, la vérification des avaloirs, la fermeture de tout ce qui est, par exemple, le bord de mer est fermé, la sécurisation des parcs, etc., etc. C'est la préparation du territoire à affronter une crise. Ensuite, quand vous arrivez dans la temporalité, alors ça part du principe qu'il y a un délai d'alerte, vous réunissez le PC communal de sécurité qu'on a, nous, spécialement rééquipé de manière très, très forte. Et cette activation du PC communal de sécurité s'accompagne d'une mise en état d'alerte des services. C'est-à-dire que la police municipale met en alerte ses agents et s'assure que les agents puissent soit être mobilisés dans le centre ou se disposer dans des territoires où ils peuvent facilement accéder à la ville, parce qu'il y a aussi la problématique de la coupure des axes de communication. Il en est de même pour les services techniques, où on a créé une entité dans les services techniques d'intervention rapide et lourde, qui est spécialement formée, qui se prépare à intervenir, qui a un équipement vraiment de gestion et d'opération nocturne et en milieu aquatique. Et vous avez une préalerte de tous les agents pour venir en renfort dès que la crue est passée. Une fois que le PC communal est activé, bien sûr, vous vous mettez en relation directe avec les services de l'État, qui eux-mêmes activent le PC sécurité au niveau préfectoral, et vous avez un référent des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie qui vous rejoignent le PC de sécurité communale ou de la police nationale si vous êtes bien sûr en zone police. Ça, c'est l'état-major qui se constitue autour de cette cellule et qui attend et qui suit au travers du centre de surveillance urbain, notamment la situation dans le territoire. La diffusion des messages d'alerte à la population se fait dans le même temps. Quand vous avez la préalerte, si elle se confirme, vous diffusez sur les réseaux sociaux, vous faites faire du phoning pour avertir les citoyens. Si le préfet décide de fermer les établissements scolaires, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines, et d'appeler les citoyens à rester chez eux, on diffuse ce message. Et nous, on a toute une série de quartiers aujourd'hui qu'on évacue dès qu'on est en alerte orange confirmée. C'est-à-dire que je loge dans les hôtels plusieurs centaines de citoyens sur des quartiers qui ont déjà été balayés par les inondations à plusieurs reprises. Donc, on mobilise bien sûr le tissu économique, on fait évacuer par la police municipale
et par les agents de la ville, et on organise la sécurisation des sites avec des tournées pour être sûr, bien sûr, qu'il n'y ait pas de problème de vol ou de cambriolage. Une fois qu'on a la crise qui arrive, là, normalement, le territoire est censé être préparé, les équipes en pré-alerte mobilisées, le matériel évacué des zones à risque, parce que vous devez aussi mettre vos véhicules en sécurité, sinon vous les perdez, vous ne pouvez plus intervenir. Et on attend de voir ce qui se passe. Si la crue se confirme, eh bien, dans ce cas-là, on la suit en direct. On ne fait intervenir que des équipages extrêmement qualifiés qu'on suit, soit de sapeurs-pompiers, soit de la Ligue ou de la gendarmerie. Mais la gendarmerie n'a pas les moyens aujourd'hui d'intervenir dans ce temps de crise parce qu'ils n'ont ni les véhicules ni l'équipement. Et on s'assure que la circulation est fermée, qu'on n'a pas de personnes automobilistes à les secourir, et on traite les urgences. Et une fois que l'urgence est passée, le PC prend en charge la réouverture, la réhabilitation de tout ce qui est moyens d'alimentation électrique, de secours de voirie. On va faire un petit peu l'audit de ce qui s'est passé et on engage des travaux de réparation, d'évacuation des eaux usées, des boues, etc. et de réparation du territoire pour permettre aux citoyens de regagner leur domicile. Et bien sûr, tout ce temps de phasage pré-alerte, temps de la crise et réparation est accompagné d'une politique de communication très puissante, réseaux sociaux, phonie, SMS, vidéo, pour permettre aux citoyens, un message ou parleur, pour permettre aux citoyens de suivre ce qui se passe, d'être transparent, parce qu'il y a aussi un phénomène qui est extrêmement dangereux dans ces temps, c'est que vous avez ce qu'on appelle la diffusion des fake news qui se propagent à une vitesse grand V. Moi, par exemple, je vais vous dire, à chaque fois qu'il y a des grandes inondations, tout de suite, il y a eu un lâcher du barrage EDF, etc., etc. Il y a une rupture du barrage, enfin, ça, tout le monde a tout de suite un cousin qui travaille dans l'équipe, qui est sur place et qui sait tout le monde ce qui se passe. Donc, on essaie de tenir l'information, de communiquer au maximum et très fréquemment pour justement éviter ça, de manière à avoir une information qui est complète, ciblée, mais suffisamment transparente et forte pour que le citoyen n'ait pas l'impression qu'on lui cache quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire du début de la crise jusqu'à la fin de la crise et à l'après-crise dans tous les aspects. C'est-à-dire qu'au début, vous gérez l'urgence, après, vous gérez les consignes de sécurité et après, vous annoncez ce qui est réparé, ce qui va être réparé, quand ça le sera. Avec bien sûr beaucoup de patrouilles terrain, d'élus sur le terrain, on fait du porte-à-porte. Et voilà aujourd'hui, globalement, comment on manage ça sur un message. Alors bien sûr, les sirènes d'alerte, elles, sonnent au moment où la crise se confirme. Elles ne sonnent pas ni en préventif, ni après, elles sonnent au moment où on a la confirmation que le phénomène passe en zone rouge. Voilà un petit peu le squelette de notre moyen d'action. Merci, monsieur le maire. Merci, Thomas. Je reprends simplement rapidement la parole pour vous. Merci vraiment parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir le déroulement précis en cas de crise et peut-être revenir sur ce que vous… Alors, vous avez dit des petites choses entre deux et peut-être c'est peut-être là-dessus aussi que nous devons pouvoir travailler avec vous ou par rapport à notre mission. Vous avez dit, bon, la gendarmerie qui, à un moment, n'avait pas le matériel pour, etc. Est-ce qu'il y a un problème pour vous, justement, de matériel adapté en fonction des régions ou en fonction de la commune et par rapport aux crises, on va dire, qui malheureusement reviennent, sur lesquelles on sait qu'à un moment ou à un autre, il y a des possibilités, et vous l'avez dit, c'est quand même récurrent, notamment chez vous pour certaines actions, certains problèmes et certains traumatismes justement que vous avez déjà, que vous connaissez très bien. Et donc, est-ce qu'il faut travailler? Donc, il y a ce côté de matériel adapté, bien sûr. Et puis, pour revenir sur la liaison entre l'État quand même, et donc dans une crise qui est beaucoup plus à ce moment-là étatique, justement par rapport à la crise de la pandémie et qui est en fait sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous avez des éléments peut-être de réflexion déjà que vous avez eu par rapport à ce qui n'a pas fonctionné et ce qui pourrait aider par la suite. Pardon, peut-être il y a des choses que vous allez redire, hein, mais c'est pour avoir peut-être cette vision un petit peu plus globale. Donc sur le matériel, le relationnel État et maire, et puis puisque là vous avez parlé aussi du problématique avec le citoyen, la problématique, je pense que c'était très intéressant. Et je laisse peut-être Thomas en complément pour que monsieur le maire puisse répondre puisqu'il reste un petit quart d'heure. Très bien, je partage le fait que c'était très intéressant d'avoir ce retour d'expérience, on va dire, de la gestion de crise à l'échelle communale, puisque pour ma part, moi, je n'ai pas été maire d'une commune qui a été autant exposée au risque et finalement,
j'ai jamais même imaginé mettre en place un PC communal de sécurité. Et finalement, cette démarche communale, je trouve qu'on retrouve un peu le même fonctionnement de ce qui se passe au niveau national. Alors là, ce n'est pas un PC communal de sécurité, c'est la cellule interministérielle de crise, mais à la fois dans cette nécessité d'avoir des effecteurs, on va dire, pour faire cesser la menace ou mettre en protection les populations, et également cette dimension extrêmement importante de la communication, puisqu'en période de crise, effectivement, se propagent toutes sortes d'informations parfois fausses qui sont de nature à gêner les opérations de secours ou à troubler les citoyens. Moi, peut-être une dernière question en complément de celle de ma collègue. C'est une question, on va dire, beaucoup plus ouverte. C'est de savoir si finalement, en tant que maire, il y a une crise que vous redoutez parmi toutes, une crise que vous imaginez, dont vous dites qu'on devrait collectivement, communes et État, mieux ensemble se préparer pour mieux y faire face si un jour elle advient. En tout cas, merci beaucoup de l'échange et voilà, je serai à votre réponse. Merci à vous pour votre écoute. Je vous avoue que c'est vrai que c'est toujours agréable pour un élu local de pouvoir échanger avec les parlementaires sur des sujets, parce que bien souvent, malheureusement, on a le sentiment qu'on ne prend pas à sa mesure ce qui va se passer et ce qui est déjà en train d'arriver. Alors, pour répondre à vos questions, Madame la Présidente, donc oui, le matériel aujourd'hui, il faut différencier selon les crises. La crise sanitaire, je n'y reviens pas. Il y avait bien sûr une perte de matériel, notamment des masques, qui s'est révélée, qui montre l'importance d'avoir du stock stratégique national, mais surtout local. Et là, moi, ce que j'ai pu constater à mon niveau, c'est qu'il y a eu une défaillance totale de l'information, parce que, pour tout vous donner, mon expérience personnelle, en septembre, octobre et surtout novembre 2019, on s'était enquéré auprès de l'État s'il ne fallait pas acquérir des masques. On nous a dit, ce n'est pas votre compétence, vous ne vous occupez pas de ça, on vous en donnera, ce n'est pas votre niveau. Et là, aujourd'hui, naturellement, il faut que chaque commune ou chaque EPCI, mais surtout les communes, aient un stock de produits de première nécessité. Et ça rejoint aussi la lutte contre les inondations. Les incendies de feux de forêt, je les mets un peu à part parce que tout simplement, les feux de forêt sont quelque chose qui ne font pas le cas des professionnels qui sont les sapeurs-pompiers. Et là, il y a un vrai débat aussi pour renforcer le volontariat parce qu'eux aussi sont en souffrance. On a des moyens aériens qui sont très puissants, qui sont reconnus dans le monde entier. On a, à mon sens, au niveau des moyens terrestres, un effort considérable à faire parce que les engins sont vieillissants et ne sont plus vraiment de la puissance nécessaire. Et ça rejoint mon propos sur les... et là encore, c'est vraiment quelque chose qui doit rester au niveau sapeurs-pompiers parce que c'est eux d'intervenir dans les incendies de feux de forêt. Ça demande trop d'expertise. Moi, je suis un territoire qui est très exposé aux feux de forêt. On a eu plusieurs énormes incendies. Le dernier était en 2007 avec plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont partis en fumée. Et là, les citoyens ni les autres forces n'ont à intervenir ou alors seulement en soutien logistique. Sur les inondations, et c'est aujourd'hui, moi je pense, le phénomène qui va devenir de loin le premier impact au niveau national, il y a là une vraie problématique de moyens matériels. La gendarmerie, parce que je suis en zone gendarmerie, qui est mieux équipée que la police nationale, ne dispose d'aucun véhicule à ce jour qui lui permette d'intervenir en moyen inondé, sauf de manière extrêmement ponctuelle. Les sapeurs-pompiers ont du matériel pour les feux de forêt, ont des véhicules qui sont peut-être tout-terrain 4x4, mais totalement sous-dimensionnés en termes de pompes d'évacuation d'eau, qui est un petit peu l'enjeu majeur quand vous êtes inondé pour après évacuer les eaux. Et là-dessus, la commune doit constituer, elle aussi, un stock de matériel extrêmement lourd pour pouvoir intervenir, parce qu'il y a une réalité qui est que quand une cellule orageuse frappe une ville ou deux villes, les moyens de l'État peuvent converger sur cette zone. C'était ce qui est arrivé, par exemple, le 1er décembre 2019. Et quand vous êtes sur des phénomènes de type départemental, type 3 octobre 2019 ou 26 novembre, type 3 octobre 2015 ou 26 novembre 2019, les moyens de l'État sont dispersés sur une zone tellement large que les moyens d'action sont très restreints. L'enseignement qui est le nôtre, l'expérience. Le 3 octobre 2015, nous n'avions aucun matériel susceptible d'agir, si ce n'est les sapeurs-pompiers. Gendarmerie ville était totalement immobilisée, les véhicules de police ont été totalement submergés et les sapeurs-pompiers ont parfois mis 5 ou 6 heures dans ma ville avant de pouvoir accéder à certains quartiers. Suite à ça, j'ai lancé une politique de rééquipement. J'ai acquis des 4x4 lourds équipés pour la submersion marine, notamment pour la police municipale. Le 3 octobre 2019,
le 26 novembre 2019 et le 1er décembre, on a eu 2 crises en 6 jours. La première était départementale, la deuxième était locale. J'ai failli perdre tous les 4x4 lors des intempéries, emportés par le courant. Les équipages ont même dû les abandonner par moment pour venir les récupérer. Les sapeurs-pompiers ont perdu 2 camions 4x4 feux de forêt, des camions quand même surélevés, emportés par le courant. Et la gendarmerie, elle n'avait qu'un kangou, donc naturellement, on n'a rien pu faire. Et la leçon de tout ça était que même ces matériels-là n'étaient plus équipés. Et donc aujourd'hui, j'ai créé une brigade lourde d'intervention qui va être équipée de véhicules cheminés extrêmement puissants qui arrivent, malheureusement avec des délais de livraison qui sont extrêmement longs, puisque la production industrielle étant à l'arrêt, les pompes, alors c'est même pas du matériel français parce que je n'ai pas eu l'autorisation de les acheter en France, donc ils ont été achetés en Allemagne, et eux-mêmes ont des problèmes de pièces, donc ils arrivent au compte-gouttes. Ces véhicules, je les ai pris pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est qu'il n'y a pas seulement la capacité à traverser des cours d'eau, il y a la capacité à la fois à lutter contre le courant et avoir suffisamment de poids sur le sol pour avancer. Vous savez, moi je vous donne un exemple, mon EHPAD a été coupé du monde en 2019 pendant 6 heures et on a dû y accéder à pied alors que je suis en centre-ville. C'est même pas à un bout de la ville, je suis à l'hôtel de ville, mon EHPAD est à 150 mètres de la position où je suis. J'ai dû envoyer une équipe à pied en cordée comme si j'étais en haute montagne qui ont réussi à l'atteindre en passant par endroits dans 1,20 m de bout. Donc imaginez s'il y avait eu des problèmes médicaux à ce moment-là, on n'avait pas le matériel. Et là où on a vraiment un effort à faire, c'est sur ce matériel-là, parce qu'on est totalement sous-équipé. Le 3 octobre 2015, je vous donne une illustration, quand on a eu les inondations, après quand on a dû vider les sous-sols ou les endroits inondés, notamment les axes routiers, les ponts sous l'autoroute étaient totalement submergés, les sapeurs-pompiers ont des camions qui ont des capacités de maximum 80-100 m3 par heure de pompage. On a une brigade de pompiers allemands, parce qu'on est jumelé avec une ville en Bavière, qui est venue spontanément sans qu'on les appelle. Eux ont des camions qui ont une capacité de pompage de 1500 m3/h. Donc là aussi, on a vraiment un effort de rééquipement puissant sur les véhicules à faire contre les inondations, parce que ça, c'est urgent. Et ensuite, donc ça, c'est par rapport au matériel. Après, un petit peu sur moi, ce qui a bien marché avec l'État quand on est en situation de crise, le bon niveau, c'est le préfet de département, en relation avec le SMIAG, qui est l'organe du département sur les inondations, et la DDTL, la sous-préfète également, avec qui nous travaillons très bien. Et c'est là où on peut vraiment échanger pour avoir des positions utiles. Ce qui a marché, ce sont aujourd'hui les précautions que l'on prend avant de subir les crues. Je vous donne un exemple. La deuxième fois, en 2019, 6 jours après la première inondation, on nous annonce une nouvelle alerte. Elle doit survenir à 9 h du matin. Le PC de crise se réunit pendant la nuit, on attend, à 9 h, il ne se passe rien, ciel bleu. Et ça dure comme ça jusqu'à 17 h. On a une alerte. On commence à démobiliser les équipes et d'un coup, la cellule orageuse arrive et on subit une deuxième inondation plus puissante que la première. Donc là, ce qui a marché quelque part, c'est qu'on a eu un système d'alerte qui ne s'est pas levé tout de suite. Ce qui a dysfonctionné, mais je ne peux pas en faire un reproche aux intervenants, c'est qu'on a eu un système d'alerte météo qui aujourd'hui apprend chaque jour ce qui peut arriver. Et moi, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important et urgent, et je vous le disais dans mon propos introductif, c'est que là où on est très mauvais, et je vous le dis en toute transparence, en toute impartialité, mais vraiment en pleine conscience de mes propos, aujourd'hui, il y a une responsabilité commune, Parlement, Assemblée, alors, Sénat et élus, sur le fait qu'on a une révolution du droit à faire. Parce que la résilience du territoire aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie pour gérer l'urgence, mais qui est totalement inexistante des moyens dont on dispose pour mettre les territoires en résilience. Aujourd'hui, les procédures qui se sont accumulées sont non seulement contradictoires, mais paralysent toute action de mise en protection des territoires. Moi, j'ai des dossiers de création de bassins de rétention sur lesquels je travaille depuis 10 ans sur des sites naturels. Et aujourd'hui, le débat, c'est même pas de savoir si hydrauliquement c'est percutant, on le sait, c'est de savoir pourquoi, si on est en site naturel, je dois délocaliser des chevaux qui ne peuvent plus marcher soi-disant sur un terrain parce qu'il va absorber de l'eau tous les 3 ans et donc les chevaux ne peuvent pas y aller. Il faut compenser 6 hectares sur la même zone à côté, ou parce qu'il faut faire des procédures environnementales. Je vous donne une illustration. Donc il y a des bassins, ça fait 10 ans. Je pouvais en faire un au 1er septembre, 13 000 m3 justement sur celui qui m'a dévasté mon EHPAD. Je pouvais protéger mon centre-ville d'une crue centenale.
J'ai acquis les terrains depuis 2 ans, j'ai l'accord de tout le monde, service de l'État, propriétaire, et au moment de commencer les travaux, on m'impose une enquête publique de 6 mois parce que le vallon, qui était un vallon d'eau pluviale, qui n'est pas un vallon, un cours d'eau, est qualifié comme un cours d'eau, donc il faut une enquête publique. Moralité, on va faire une enquête publique qui ne sert à rien, le commissaire enquêteur est là, il n'a vu personne depuis 2 semaines, on respecte la procédure et la loi, mais si demain vous avez une inondation, vous perdez votre centre-ville parce qu'on perd 6 mois pour ça. Et ça, c'est un exemple qui n'est que le plus simple de tout le reste. Je vous l'avais dit, ce qui est l'ennemi aujourd'hui, non seulement des maires, mais également des préfets et même des DTM, c'est qu'on nous impose des lois et des procédures qui se sont accumulées, qui ne correspondent plus à rien. On a des lois qui sont totalement contradictoires, et là je vous le dis également sans esprit partisan, mais aujourd'hui, moi j'ai un discours qui est totalement opposé entre le ministère de la Transition écologique et le ministère du Logement. Le ministère de la Transition écologique est pour trouver des solutions de résilience. Le ministère du Logement se moque totalement des risques majeurs et veut de la production de logements. Moi, regardez ma ville. 3 intempéries majeures en l'espace de 4 ans. J'ai 25 000 habitants l'année, 80 000 en été sur 700 hectares, sur une ville qui fait 3 300 hectares. J'ai 700 hectares de ville. Aujourd'hui, on m'impose, on m'a sanctionné, c'est écrit, je dois faire en l'espace de 12 mois 2200 logements sociaux, c'est-à-dire 6 000 logements d'ici le 31 décembre 2022. Et ça, c'est un objectif que le préfet de département voulait m'exonérer avec la DDTM, avec le préfet de région. Le ministère du Logement m'a réintégré de force dans la SRU et m'a pénalisé avec de l'argent qui ne sert plus à protéger le territoire, qui est en moins sur l'acquisition de foncier, sur l'achat de matériel que je dois faire, ou par exemple de sirènes d'alerte. Et ça, je vous le dis parce que je pense que c'est important que le Parlement s'empare de ce sujet, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat sur le logement social, c'est un débat sur comment on urbanise nos villes. L'élu local, aujourd'hui, n'est pas libre d'urbaniser sa ville. Et ça rejoint vos propos, Madame la Présidente, sur ce que vous me disiez en introduction. Aujourd'hui, l'élu local, il dit toujours, oui, mais l'État, que fait l'État ? C'est pas responsable. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'élu local, il a le sentiment, très sincèrement, qu'il n'est plus autonome en rien. Mais moi non plus, je ne peux pas le faire. C'est les services de l'État qui me l'imposent. Vous l'avez vécu aussi quand vous étiez élu local. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que l'élu local, comme il est contrarié dans toutes ses actions et qu'il est déresponsabilisé quelque part par le poids de la procédure, même moi, très sincèrement, je vous le dis, aujourd'hui, je le dis en toute transparence, quand je veux faire des choses, l'État m'empêche de le faire. À contre-cœur, avec tristesse, il m'accompagne sur des grands projets, et là je félicite la Direction générale de la prévention des majeurs qui était vraiment un outil d'appui sur un grand terrain des Vergers-Millet. On va faire un grand centre, une grande zone d'expansion de crue, on en a acheté une Aubière Casino. Mais dans 85% des cas, non seulement on me bloque toutes mes actions, on m'empêche de prendre les décisions parce qu'on dit que ce n'est pas ma compétence. Le transfert aux EPCI a été, à mon avis, une très mauvaise chose dès lors qu'il est devenu obligatoire et non pas facultatif. Il est très positif pour les petites communes qui n'ont pas de moyens, d'action, et ça, vous avez des plans de sauvegarde qui doivent être intercommunaux parce que des petits villages ne peuvent pas se protéger. Mais quand les villes doivent le faire, il faut que ça soit la ville de le faire, parce que le citoyen, il va aller voir la ville, quoi qu'il arrive. Et ensuite, vous avez cette contradiction majeure entre ce que impose la loi et certaines lois et ce qu'impose la résilience, et aujourd'hui, c'est totalement contradictoire. Et bien sûr, l'élu local, face à cette contradiction, moi, comment voulez-vous que je dise à des citoyens, j'ai un exemple encore, je vous le donne, c'est du concret. J'ai un terrain qui est le long d'un vallon qui a débordé 3 fois en 4 ans. Et comme le terrain est un peu en hauteur, il est zone blanche, et on m'impose de faire un immeuble dessus, alors que je suis sur en plein milieu d'un quartier qui a été inondé 3 fois en 4 ans. Comment voulez-vous que le citoyen ne se révolte pas, ne dise pas, mais comment vous pouvez faire un truc pareil ? Tout simplement parce qu'en tant qu'élu local, je dis, c'est l'État qui me l'impose. C'est l'État qui m'impose d'avoir une zone constructive à cet endroit. C'est l'État qui m'impose une production de logement et que si je ne le fais pas, on m'a déjà retiré le droit d'instruire les permis. C'est le préfet qui donnera le permis de construire à contre-cœur, mais il a l'instruction de le faire. Le citoyen, pour lui, ne le comprend pas. Et il a raison. Je vous donne un exemple personnel pour conclure, mais qui va illustrer tout ce que je viens de vous dire. J'ai acheté, moi, un appartement dans une résidence qui a été construite justement sur ces injonctions de nouvelles productions de logements, sur un terrain en zone blanche, le long d'un cours d'eau. Crue centenale, pas de problème. Je l'ai acheté en 2013. 2 ans plus tard, on a été inondé. Il y avait 2,50 m d'eau au rez-de-chaussée.
il y a une personne qui a été emportée, il y a eu 8 morts dans le quartier, et le terrain où le bâtiment a été construit, et où j'habitais, et où j'étais le 3 octobre 2015, est passé de zone blanche à zone rouge. Pourquoi il a été construit? Tout simplement parce que la loi nous obligeait de le faire. Un élu local aujourd'hui ne l'aurait pas fait. Et s'il y avait eu des morts, ils ont été à 15 mètres plus loin, les morts, sur des résidences des années 70. Et aujourd'hui, c'est ça l'état de la loi française. C'est ça le problème majeur. C'est développer les moyens de communication sur la résidence, c'est essentiel. Mettre en responsabilisation les élus locaux, c'est une priorité absolue. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. L'État ne doit pas être à chaque fois le coupable idéal. Mais l'État est coupable idéal parce qu'il se met lui-même dans la position de maître. On ne responsabilise pas assez les élus locaux, en ne leur laissant pas assez la libre main sur tous ces sujets. Et ce que vous devez créer, et vraiment je vous en appelle à le faire, c'est une boîte à outils, mais qui doit rester de la responsabilité de chacun. Ne transférez pas de force et compétences aux EPCI parce que ça marche moins bien que les villes qui ont la capacité de le faire. Et ça, c'est une machine infernale, extrêmement perverse, vraiment, qui a des effets sur le terrain qui sont dévastateurs et qui vont à contre-production de vos objectifs. Et moi, la crue que je redoute pour conclure là-dessus, c'est que les inondations que nous avons vues aujourd'hui ne sont à mon sens que le prélude de ce qui va arriver. La tempête Alex qui a frappé l'arrière-pays niçois est passée à 15 km de ma ville. Si le vent avait changé, la tempête Alex ne serait pas arrivée sur un territoire avec la population clairsemée des villages de l'arrière-pays niçois, elle serait arrivée sur un territoire qui est celui du littoral azuréen, où on n'est pas sur plusieurs milliers, on est sur plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et le jour où ça arrivera, parce que ça arrivera, malheureusement, les conséquences seront beaucoup plus lourdes de ce qu'on a vu. Et moi, c'est ça ma grande crainte. Je pense qu'aujourd'hui, le système ne nous permet pas d'agir efficacement. On est en retard, on est beaucoup trop lent, et les ouvrages qu'on arrive à faire sont déjà déconnectés par rapport à la réalité des phénomènes que l'on constate. Et ça, c'est à mon avis l'urgence dont on doit s'emparer. Il faut vraiment faire une révolution du droit sur ce sujet, parce qu'on n'a pas l'initiative. On ne pourra pas empêcher la crise, on pourra peut-être en limiter les effets, mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est qu'on ne fait rien. Et voilà, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, mon cri d'alarme au nom des maires de France, donnez-nous, libérez-nous, donnez-nous les moyens d'agir efficacement. Et ce moyen d'agir, vous l'avez, c'est donner la compétence au préfet de département, à l'ANTM, au maire, de faire un trio de discussions qui peuvent agir et que le contrôle de l'État ne se fasse plus a priori, mais a posteriori. S'il y a des compensations environnementales à faire, qu'on nous dise après, on le fera. S'il y a des contrôles à faire pour ne pas être sûr que n'importe qui fasse n'importe quoi, ça sera fait. Mais que le préfet de département retrouve cette capacité à lui aller voir les élus pour dire, monsieur le maire, vous devez prendre conscience des risques, vous devez agir, vous devez le faire. Ce n'est pas toujours facile. Moi, j'interviens avec le préfet Xavier Pelletier sur les maires de l'arrière-pays niçois, justement. C'est vrai que les élus locaux, ils sont choqués. Mais il faut leur dire que c'est une capacité aujourd'hui qu'ils ont, face à la crise, à rebondir et à faire autre chose. Et ça, c'est essentiel. Si on ne le fait pas, si on reste dans cet état monolithique qui paralyse tout, surtout, on non seulement ne fera rien, et le jour où ça arrivera, on sera tous responsables. Merci beaucoup. Attendez, je crois, oui, j'ai mon son, mais c'est parce que j'ai quelques petits soucis avec Internet et j'ai parfois j'ai pas pu entendre la totalité de vos propos. Je m'en excuse, je rebondis pas de toute façon. Non, mais j'ai bien entendu de mon côté. On va très bien, voilà. Je crois que ça s'est bien enregistré. Pardon, merci, Monsieur le maire. Est-ce que Monsieur le rapporteur avait quand même peut-être une intervention juste avant qu'on puisse clôturer cette séance? Non, très bien. Je remercie à nouveau Monsieur le maire pour son retour, donc à la fois sur la base de son expérience sur sa commune, mais également pour l'AMF. Comme dans beaucoup de cas, on est dans une coproduction de politiques publiques entre l'État et les collectivités territoriales. Et effectivement, je conçois tout à fait que des fois, des objectifs peuvent rentrer en concurrence entre eux. Et c'est bien le travail de tout le monde d'essayer de mettre en cohérence ces objectifs, à la fois au niveau de la loi, au niveau des politiques interministérielles, et puis au niveau du préfet dans les services déconcentrés de l'État, de faire cette synthèse. Bon, je ne connais pas le cas particulier de la commune, hein, et je vous invite également le plus possible, et vous faites sans doute déjà, à travailler avec vos parlementaires du département pour avancer sur des cas particuliers. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention qui a été extrêmement éclairante. Et bien entendu, on va tâcher maintenant de capitaliser sur ce retour-là pour avancer et produire des conclusions qui seront, j'espère, le plus utiles possible au pays. Merci,
Ouais, merci, monsieur le rapporteur. Et puis, écoutez, moi aussi, je souhaite vous remercier par rapport à l'ensemble de ces échanges qui ont été aussi justement assez précis par rapport à des cas particuliers, le vôtre notamment. Et vous êtes quand même une commune malheureusement sujet à de nombreux risques autour de vous. Et vous en avez parlé sur vos dernières paroles, sur ce qui aurait pu, comme vous le dites, arriver, qui n'est pas arrivé, mais qui aurait pu mettre aussi en très grande difficulté et vraiment avoir eu beaucoup de conséquences, notamment par rapport aux habitants. Et on l'a bien senti au cours de vos propos que c'est bien pour leur protection et que vous vous battez, et notamment aussi sur justement ces lois qui peut-être pour vous sont pas toujours en adéquation avec la réalité du terrain, mais c'est pour ça que nous sommes là et que nous essayons de le faire au mieux. Nous avons quand même bien entendu le souci et votre appréhension par rapport à la future loi 3DS, où là, nous allons pouvoir évidemment vous apporter des précisions et pouvoir interpeller Madame la ministre Gourault et l'ensemble de nos collègues qui travaillent sur cette loi qui arrive bientôt à l'Assemblée. Et puis, vous avez parlé vraiment aussi beaucoup de responsabilités des uns et des autres. C'est vrai, chacun ses responsabilités, et j'ai bien entendu, et nous avons bien entendu que vous souhaitiez que les vôtres, en tant que maire, soient au moins respectées, mais surtout elles soient vraies. Comme vous êtes vraiment sur le terrain et le premier relais, comme je l'ai dit en introduction, avec vos concitoyens, que ce soit entendu et qu'on vous les laisse d'une certaine manière par rapport à des ECPI ou par rapport à d'autres niveaux. Donc, merci encore pour vos propos, pour l'heure, un peu plus de l'heure passée avec nous. Ça va vraiment, comme l'a dit monsieur le rapporteur, nous permettre aussi de travailler et de pouvoir apporter aussi sur ce sujet les problématiques des collectivités et d'aller dans le même sens que vous, en tout cas pour le bien-être de nos concitoyens et nos territoires. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des personnes qui étaient présentes et collègues. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Et vous verrez le cas de Mandelieu et cité avec les cartes dans le rapport du Sénat établi par la sénatrice Sassone, notamment sur l'évolution de la SRU et la 3DS. Vous avez vraiment la situation explicitée avec les plans qui résume bien le cas pratique qu'est la ville de Mandelieu à son grand regret, mais qui est vraiment un laboratoire, je pense, aujourd'hui, et qui doit être exploité pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Merci. Très bien, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous tous. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.